Sur les 12 derniers mois, j'ai réalisé plus de 160 000 € grâce à Airbnb. Tu vas sûrement pas y croire, mais ces chiffres-là, je les ai pas générés avec 10 ou 15 logements, mais uniquement avec 2 logements. Dans cette vidéo, je t'ai condensé vraiment le résumé de mes 3 dernières années d'erreurs, de charbon, mais aussi de réussite, et je t'ai identifié les informations essentielles si toi aussi tu veux générer beaucoup d'argent grâce à Airbnb. Dans quelle ville investir? Quel type de logement choisir? Est-ce que d'ailleurs les projets atypiques sont intéressants ou non? Comment structurer l'activité pour qu'elle soit entièrement passive? Comment enchaîner les biens rapidement? Et quelles sont les réglementations à respecter? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montrerai 2 types de projets à plus de 30% de rentabilité qui cartonnent actuellement sur Airbnb. Dans les grandes lignes, qui je suis, alors j'ai démarré dans l'immobilier il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Ma vision de l'activité, c'est vrai qu'elle est un petit peu particulière. Je la considère pas comme de la location courte durée classique. Moi, j'appelle ça l'immobilier 2.0. L'idée, c'est vraiment de créer des espaces de vie, de concevoir des logements vraiment uniques pour que les clients viennent passer une expérience, majoritairement pour 24-48 heures, et arriver à louer ces logements à 150, 200, 300, 400, 500 € la nuit. Après, il n'y a pas forcément de limite. L'idée, justement, de l'immobilier 2.0, c'est de voir chaque logement vraiment comme une sorte de franchise, comme une sorte de mini-entreprise, et que chacun de ces logements puisse générer des revenus qui soient suffisants pour vivre. Alors ça peut paraître un petit peu utopique quand je dis ça, et pourtant c'est avec cet objectif-là que j'ai réalisé moi ma première opération, que je vais montrer juste après. Et effectivement, cette opération, qui est toujours d'ailleurs la plus rentable que j'ai pu réaliser, m'a permis de me dégager assez de revenus pour pouvoir en vivre dès le premier mois d'exploitation. Alors pour la première maison, le premier projet, c'est une maison qui se situe dans le Val d'Oise, donc dans le 95 en région parisienne, et c'est une maison grosso modo qui arrive à générer 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. En termes de prix à la nuit, on est au plus bas à 200 € la nuit, c'est vraiment le prix plancher, et ça peut aller en week-end à 400, 450, 500 € la nuit. Si tu veux plus de détails sur cette opération-là, n'hésite pas à aller checker sur ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec un second projet, beaucoup plus simple, mais celui-là, on va prendre un peu plus de temps parce que ça va être très intéressant, que tu vois justement, on va pouvoir imaginer la différence entre la location courte durée et l'immobilier 2.0. Cet appartement-là, regarde, je vais te faire afficher des photos. Ces photos-là, en fait, c'est assez drôle parce que j'avais réalisé un shooting photo, j'avais pris un petit peu les conseils que je trouvais à l'époque sur Internet parce que je voulais le mettre en location courte durée classique. Comme on est à proximité de Disneyland Paris, dans le 77, je savais que c'était une zone assez attractive, donc j'ai démarré, j'ai pris ces photos-là, j'ai créé l'annonce et je l'ai mis en location sur Airbnb. Grosso modo, j'arrivais à louer entre 70 et 100 € en week-end la nuit. C'est à peu près les prix qu'on arrive à pratiquer dans ce secteur-là. Et j'avais un appartement qui me générait environ entre 500 et 700 € par mois pour moi dans ma poche, tout en sachant que c'est moi à l'époque qui m'occupais de faire le ménage. Donc bon, autant te dire que c'était pas du tout passif. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que j'ai démarré l'activité sur ma première maison, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on crée vraiment un beau lieu, un espace de vie, et ben en fait qu'on pouvait le louer beaucoup plus cher à la nuit sur Airbnb. Donc j'ai eu l'opportunité à cette époque-là d'acheter cet appart-là pour lequel j'étais locataire, et je me suis dit bon, je vais appliquer exactement les mêmes stratégies. Je vais vraiment penser à l'aménagement, essayer de faire un bien qui soit vraiment premium, haut de gamme, en pensant vraiment à tous les détails. Et donc 3 mois plus tard, après environ 25 000 € de travaux, j'ai un appartement qui ressemble à ça. Ce même appartement qui me générait entre 500 et 700 € de bénéfices à moi, alors que c'est moi qui faisais le ménage, etc. Enfin, c'était une activité qui n'était pas passive. Et bien désormais, il me génère environ 6 000 € de chiffre d'affaires mensuel, lissé à l'année. Et à ça, en termes de bénéfices, j'arrive à environ 3 500, grosso modo entre 3 500 et 4 000 €. À savoir que là, dans les charges, j'ai mes mensualités de crédit, j'ai ma société de ménage, etc. Donc j'ai une activité qui est entièrement déléguée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, à l'heure actuelle, en tant que loueur, on se passe sur un besoin qui est vraiment primaire, c'est-à-dire le besoin de certains clients de se loger. Et ça, c'est un besoin qui existe à l'heure actuelle, qui existe depuis des millénaires et qui existera toujours. Pourquoi j'appelle cette méthode et cette stratégie de l'immobilier 2.0 et pas de la location courte durée? Parce que clairement, ce sont des business models qui n'ont rien à voir. Moi, pour être transparent avec toi, la location courte durée, comme tout le monde la pratique, avec des prix à la nuit entre 50 et 100 €, ça m'intéresse pas du tout. Quand tu vas louer cher à la nuit, 150, 200, 250 € la nuit, premièrement, tu auras des clients qui sont beaucoup plus respectueux. Tu peux dire ce que tu veux, bon, ça peut paraître un petit peu triste de dire ça, mais moi qui ai constaté et qui ai accueilli plus de 500, plus de 1000 clients dans mes logements, je peux te garantir que c'est la vérité. Deuxièmement, tu vas pouvoir t'entourer de prestataires, et là je pense notamment aux prestataires de ménage, que tu vas pouvoir payer beaucoup plus, parce que forcément toi tu auras beaucoup plus de marge, donc tu pourras payer 40, 50, 60 € en fonction de la superficie de ton logement, et donc tu pourras travailler avec des prestataires qui sont beaucoup plus sérieux et qui resteront à tes côtés sur le long terme. Ça, c'est le deuxième point qui fait toute la différence. Troisièmement, tu es sur une typologie de clients qui n'a rien à voir. Nous, comme on le verra par la suite dans notre système, on met en place des ventes additionnelles, des services. Et forcément, quand un client va dépenser 200 ou 300 € la nuit, il sera beaucoup plus enclin à prendre des produits dans ton mini-bar, etc. En gros, il dépensera beaucoup plus dans ton logement. Quatrièmement, tu vas pouvoir demander des dépôts de garantie à tes clients. Donc là, tu vas pouvoir filtrer tous les voyageurs indésirables, tout ce qui est soirée, etc. Ça n'arrivera tout simplement pas dans ton logement. Et donc voilà, ça, c'est encore quelques paramètres qui sont pour moi les plus importants, mais qui font que pour moi,
moi, vraiment, je te le dis et je te le répète, les business models n'ont clairement rien à voir. Je t'ai expliqué effectivement qu'il y avait une grosse opportunité de marché entre le Airbnb et l'hôtellerie, et vraiment se placer à cet endroit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires qui ont saisi cette opportunité-là à l'heure actuelle, c'est vrai qu'ils se gavent parce qu'il y a une opportunité de marché qui est énorme. À l'heure actuelle, il te suffit de faire une petite décoration, de mettre une simple baignoire balnéo, tu arriveras à louer à 150, 200 euros la nuit si ton emplacement n'est pas trop mauvais. Ça, c'est la réalité du terrain à l'heure actuelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui font ça et qui ne sont pas formées sont en train de créer des logements, créer des business qui seront pas viables sur le long terme. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, à l'heure actuelle, il y a énormément de demandes pour ce type de logement-là et il y a très peu de concurrents. Forcément, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces propriétaires qui mettent en location ce genre de biens-là? Déjà, au niveau du service, alors très souvent, la valeur perçue entre les photos et le logement n'est pas du tout la même. Et en plus de ça, on aura un logement parce que ces propriétaires-là ne sont pas formés, n'ont pas les bonnes méthodes, il va se détériorer au fur et à mesure des locations. Moi qui ai étudié en profondeur le business model des hôtels, je peux te garantir qu'ils ont mis énormément de méthodes, de paramètres et de process en place qui font qu'ils arrivent à conserver des logements qui sont neufs, que l'hôtel ait 1 an d'existence, 2 ans d'existence ou même 10 ans d'existence. A contrario, ce qu'on constate dans les Airbnb, c'est que plus les années passent et plus le nombre de clients accueillis augmente et plus le logement va se détériorer. Et si on n'a pas de réelle stratégie, si on ne prend pas cette activité au sérieux de manière professionnelle, on pourra tout simplement pas apporter la même qualité lors du début de notre activité que dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça, c'est la réalité du terrain, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Voyons maintenant ensemble les différents types de business que tu vas pouvoir lancer dans l'immobilier 2.0 en fonction de ta situation actuelle. Donc, premièrement, on va dire ce que je fais, c'est-à-dire l'achat classique. On va tout simplement emprunter auprès d'un tiers, majoritairement la banque, pour faire financer notre opération. On va faire les travaux et on va louer le logement. Ça, on va dire que c'est le schéma de base qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux banques, qui permet également de bénéficier de l'effet de levier et qui va te permettre de générer du cash flow tous les mois. Autre possibilité de business, et c'est bien que je l'aborde maintenant parce que c'est un sujet également dont on me parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ça va être la sous-location. Alors c'est un business model qui est un petit peu à la mode et qui permet aussi à pas mal de personnes de pouvoir se lancer dans l'immobilier s'ils n'ont pas de capacité d'emprunt, ou alors même je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour d'autres types de convictions plus personnelles qui souhaitent pas emprunter. Alors là effectivement ça va être un business model qui va être intéressant, mais là les stratégies vont être différentes parce que tu as bien compris que dans l'immobilier 2.0 on crée vraiment des espaces uniques, des espaces de vie, mais on peut le faire parce que les biens nous appartiennent. Là forcément la logique, quand tu vas sous-louer, le bien ne t'appartiendra pas, donc ça n'a aucun sens d'investir 10, 15, 20, 25 000 euros dans le logement s'il ne t'appartient pas. Donc dans la sous-location, la stratégie de base, et qui est celle d'ailleurs que je peux que te recommander, ça va être plutôt que d'aller chercher à optimiser au maximum un logement, aller chercher 5, 6, 7 000 euros par mois avec un logement, ce qui est très compliqué, plutôt aller chercher une stratégie de volume. Comme là tu passeras pas par la case banque, forcément tu vas pouvoir enchaîner très rapidement les biens, donc tu généreras moins par logement, mais tu pourras enchaîner les biens assez rapidement. Moi, pour être transparent avec toi, c'est pas un business model qui m'intéresse parce que là on retombe vraiment dans la location courte durée classique et pour moi il n'y a pas de réelle valeur ajoutée pour mes clients. Ouais, c'est pas un business model qui fait beaucoup de sens pour moi. Autre business model que tu vas pouvoir lancer maintenant en lien avec l'immobilier 2.0, et là ça va être intéressant parce que ça te demande pas de capital, donc tu vas pouvoir le lancer par exemple si tu es étudiant à l'heure actuelle, ça va être le business de conciergerie. Donc là l'idée est très simple, ça va être de gérer des logements qui appartiennent à d'autres propriétaires qui les exploitent déjà en location courte durée et de leur demander un pourcentage tous les mois. Donc, généralement c'est entre 20 et 30%, et toi en échange tu vas gérer l'intégralité de leur activité. Là pareil, et ce que je te conseille c'est d'être encore une fois inventif, d'aller sur des types de biens qui sont haut de gamme, des types de biens premium, enfin des biens qui ont du potentiel et qui génèrent de l'argent. Toi l'idée c'est qu'une fois que tu es formé et que tu sais comment optimiser au mieux un logement, déjà quand tu vas démarcher des propriétaires, tu vas pouvoir leur expliquer tout ce qu'ils vont pouvoir mettre en place pour générer plus, et si eux arrivent à générer plus, toi automatiquement vu que tu leur prends un pourcentage, tu vas pouvoir générer plus. Pour introduire la deuxième partie de cette vidéo, on va parler d'une règle de base qu'il va falloir que tu comprennes si tu veux ouvrir n'importe quel business physique. Et nous, quand on crée des logements, on est tout simplement dans la catégorie des business physiques. Cette règle, ça va être tout simplement de prendre en compte deux choses. Premièrement, quel est l'emplacement que tu vas utiliser. Deuxièmement, quelle est la valeur que tu vas apporter à tes clients. Concernant l'emplacement maintenant, l'idée va être plutôt simple. Ça va être d'avoir un emplacement qu'on appelle numéro 1. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va créer une expérience, un concept, il va falloir se poser la question où se trouvent nos potentiels clients. Dans la grande majorité des cas, nos clients, ils se trouvent à proximité des grandes villes. Pourquoi? Parce que c'est dans les grandes villes que se retrouvent la majorité des centres d'intérêt. Par contre, et si tu es déjà investisseur en location courte durée, tu vas le savoir, en fonction des villes, et quand plus tu vas te rapprocher de grandes villes, plus potentiellement l'État sait qu'en location courte durée, tu vas être dans des villes qui sont attractives, et donc plus tu risques d'avoir des réglementations. En fonction du secteur où tu te trouves à l'heure actuelle, c'est très important que tu prennes le temps de bien analyser les différentes réglementations des villes qui sont autour de toi et des villes dans lesquelles tu souhaites potentiellement investir. Autre point ici qui peut être important par rapport à l'emplacement, je t'ai dit et je te répète
que nous, on est là pour faire vivre une expérience. Et donc, pour vraiment aller au bout de ce process-là et vraiment faire vivre une expérience qui est complète, n'hésite pas à cibler des types de biens qui se prêtent à ça. Là, ça peut être des maisons de ville, parce que dans les maisons de ville, notamment avec un espace extérieur, tu peux faire vivre une vraie expérience en louant non pas un simple appartement, mais vraiment une villa avec un espace extérieur, potentiellement un bassin, etc. Tu as les biens également, comme je t'ai montré sur la chaîne, que je suis en train d'acheter, donc les granges. Là, tu vas avoir des grands volumes, des grandes hauteurs sous plafond. Encore une fois, ça amène un plus et ça permet aux voyageurs de vivre une vraie expérience, beaucoup plus que si tu es dans un simple appartement classique de 40 mètres carrés. Maintenant, le deuxième paramètre va correspondre à la valeur que tu apportes à tes clients. Moi, tu vois, quand j'ai démarré mon activité sur ma maison, l'idée à cette époque, c'était de me dire comment je vais faire pour accueillir des clients qui vont me payer 200 € et faire en sorte que pour ce prix-là, ils soient ultra satisfaits. Donc là, il va vraiment falloir que tu penses aux détails, que tu penses au concept, que tu penses à l'aménagement, que tu prennes du temps à la conception, justement là où tes concurrents ne prendront pas le temps. Toi, il va vraiment falloir que tu penses à tous les détails qui feront passer à tes clients un séjour et une expérience unique. Et ça, c'est valable dans ce que je parle, l'immobilier 2.0, mais c'est valable que tu ouvres demain une boulangerie, une boucherie, une épicerie. Vraiment, si tu suis cette logique d'apporter toujours plus de valeur à tes clients, je peux te garantir que l'argent en sera une conséquence. Maintenant, je vais répondre à une question également qu'on me pose souvent. Camille, est-ce que c'est intéressant de faire des biens qu'on appelle atypiques? Donc là, je vais te prendre l'exemple un petit peu des Love Rooms et je vais te donner mon exemple personnel sur la première maison que j'ai réalisée, donc mon premier projet. Donc sur ce projet-là, plutôt que de partir sur ce qu'on appelle des Love Rooms, je vais t'afficher à l'écran un petit peu de quoi on parle. Quand on dit Love Room, moi je m'étais dit c'était un petit peu bête de partir et de m'enfermer sur un bien qui serait uniquement destiné à des couples. Pourquoi pas partir sur quelque chose de premium, sur quelque chose de haut de gamme, avec des équipements haut de gamme, mais qui me permettront d'attirer une typologie de clients qui sera beaucoup plus large. Et ce que j'ai fait assez simplement, c'est qu'on a tout simplement scénarisé le logement. Je vais t'afficher des photos à l'écran, où on a mis des petites pétales de rose, etc. On précise également, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou sur nos annonces, qu'on peut proposer des prestations justement pour cette clientèle-là, que ce soit pour des demandes en mariage ou tout simplement des couples qui veulent avoir une décoration spéciale. Donc tu vois, plutôt que de s'enfermer sur un thème de Love Room, je suis vraiment parti sur une maison tout simplement haut de gamme avec des beaux équipements, des belles prestations et que je peux personnaliser en fonction des différents types d'avatars clients que je vais recevoir. Donc maintenant, voyons ensemble le système que j'ai mis en place dans mes logements et que tu devras mettre en place si tu veux avoir une activité déjà qui fonctionne bien, mais surtout qui soit stable sur le long terme. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont déjà convaincues de l'immobilier 2.0 et qui souhaitent générer vraiment des gros revenus, des gros rendements avec chacun de leurs logements, vous trouverez dans la description un lien vers un plan d'action en 6 étapes. Et là, je vous ai vraiment condensé toutes les informations dont vous aurez besoin. Vous avez juste à checker dans la description et c'est entièrement gratuit. Donc revenons à nos moutons. Donc, pour imager le système que tu devras mettre en place dans tes logements, on va prendre tout simplement l'exemple d'un client qui arrive et qui a réservé un de mes logements. La première étape de ce système-là, ça va être que le client effectue la réservation. Bon, ça paraît logique. La deuxième étape maintenant, c'est qu'une fois que le client a réservé, on va lui proposer de manière automatique des services additionnels pour venir agrémenter son séjour. Donc là, ça peut être le fait d'arriver plus tôt, de partir plus tard, d'avoir une prestation de petit déjeuner, d'avoir une décoration, comme on en a parlé juste avant, spécifique. Enfin bref, ça va être une multitude de services qui, nous, en tant que propriétaires, vont nous générer des revenus supplémentaires. La troisième étape maintenant, toujours avant que le client arrive dans le logement, ça va être de lui faire valider un dépôt de garantie. Alors là, c'est exactement comme dans les hôtels, ça va être une empreinte bancaire qui nous va nous permettre deux choses. Premièrement, de nous sécuriser, parce que là, à cette étape-là, tu vas voir que tu vas pouvoir filtrer énormément de voyageurs malveillants. Mais aussi, une deuxième chose, ça va être de pouvoir laisser à disposition sur place en libre service, donc des produits, ça peut être des consommables sucrés salés, ça peut être un mini-bar. Encore une fois, on réplique le même schéma que les hôtels. Et donc, plutôt que de leur demander de l'argent durant leur séjour, nous, on a récupéré en amont une empreinte bancaire qui nous permet de leur laisser tout ça dans le logement en libre service. Arrivé maintenant à la cinquième étape, donc là, les clients ont quitté le logement. En fonction du rapport des équipes de ménage que j'ai reçu, je vais tout simplement soit facturer le client, soit lui restituer le dépôt de garantie. Voilà, ça c'est le schéma de base. Et encore une fois, quand l'activité est bien faite, alors là il y a plein de détails dans lesquels je ne suis pas rentré, notamment le fait de vendre par téléphone, ça va être très important. Également quand tu es sur des prix à la nuit, 200, 250, 300 €, c'est important d'avoir un contact téléphonique. Les clients aiment bien déjà, premièrement, pour leur expliquer un petit peu comment leur séjour va se dérouler. Et deuxièmement, quand tu as un contact téléphonique, tu peux vendre énormément d'upsell. Maintenant que ça c'est dit, on va voir ensemble quels sont les différents postes à déléguer, justement pour avoir une activité qui soit 100% passive. Et là, tu vas voir, encore une fois, on va abattre pas mal de croyances limitantes parce que très souvent, quand on entend Airbnb, on pense chronophage, on pense problème, on pense que ça prend beaucoup trop de temps comparé à l'immobilier classique. Et tu vas voir que quand tu as les bonnes informations, c'est très simple d'avoir une activité qui soit entièrement déléguée. Premièrement, et ça va vraiment être le poste le plus important à déléguer, j'ai envie de te dire, le devoir être délégué le plus rapidement, ça va être la gestion de tes ménages. Et là, je peux même inclure la gestion du linge. Pourquoi ça va être important? Parce que déjà, c'est elles qui sont en charge du ménage, donc par rapport à tes clients, ça va être très important.
temps, mais aussi et surtout parce que c'est elle qui gère vraiment les états des lieux de ton logement. Donc nous, le but, effectivement, c'est pas qu'on passe entre chaque location. Moi, il y a des logements, des fois, je passe pas pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et donc, c'est vraiment elles qui vont me dire au jour le jour s'il y a des choses qui ont été endommagées. Donc, elles ont vraiment une vraie responsabilité. Encore une fois, comme je te le disais dans l'intro, l'avantage de pouvoir louer cher à la nuit, c'est que tu vas pouvoir déjà passer par des sociétés de ménage qui sont professionnelles et surtout avec qui tu vas pouvoir travailler sur le long terme. Et ça, pour moi, encore une fois, ça n'a pas de prix. Tu vas travailler avec des sociétés qui sont sérieuses, qui sont efficaces, aussi également qui utilisent des produits professionnels. Ça, c'est super important. Qui ont l'habitude notamment de travailler avec des hôtels. Donc, en termes de qualité de prestation de service, ça n'a rien à voir avec des auto-entrepreneurs que tu vas payer entre 10 et 15 euros de l'heure. Donc voilà, comme je te disais, mais ça on en a déjà parlé dans le début de la vidéo, tu vas vraiment pouvoir travailler avec des gens sérieux. Et sur ce premier poste-là à déléguer, vraiment ce qui va pouvoir te permettre de dégager du temps et surtout une sorte de confort mental, ça va être vraiment de travailler avec des sociétés de ménage qui sont sérieuses. Le deuxième poste maintenant qui va être à déléguer pour toi, ça peut intervenir beaucoup plus tard, ça va être le service client. Grosso modo, par logement, il faut savoir que si tu as mis en place des process et que tout est automatisé, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, l'envoi des ventes additionnelles, le dépôt de garantie, etc., ça on passe par des logiciels qui automatisent l'intégralité de l'envoi de ces messages-là. Donc pour le service client, honnêtement, il va pas te rester grand-chose. Moi, je dirais que par logement, si ton système il est bien rodé, ça doit te prendre pas plus de 15 à 30 minutes par jour, grand maximum par logement. Donc tu vois, c'est vraiment une tâche que tu peux très bien gérer, surtout au départ. Après, quand tu seras dans l'optique de vraiment vouloir déléguer cette tâche, tu as plusieurs possibilités. Toi, tu passes par une société. Donc là, tu as des sociétés qui sont spécialisées dans la gestion de services clients pour des propriétaires qui font de la location courte durée. Soit tu vas pouvoir déléguer ça à une freelance qui va pouvoir s'occuper de ça pour toi. Mais ça, pour moi, ça serait intéressant quand tu vas commencer à avoir plusieurs biens immobiliers. Je dirais que ouais, ça pourrait être intéressant à partir de 3 logements. Le troisième poste maintenant que tu vas devoir déléguer si tu veux une activité qui soit vraiment entièrement passive, ça va être tout ce qui va toucher aux travaux de bricolage. Alors là, quand je dis travaux de bricolage, ça va être peut-être changer une ampoule, changer un sommier, réparer, je sais pas, une applique sur ton mur, réparer un store, etc. Alors là, il y a différentes possibilités. Soit, et c'est ce que je te conseille vraiment si tu as cette possibilité-là, c'est d'avoir une société de ménage du coup qui a internalisé ça, c'est-à-dire qui travaille déjà avec des personnes en interne qui gèrent toutes ces petites tâches-là. Moi, c'est mon cas, donc tu vois, quand j'ai un problème, imaginons que j'ai un lit à changer, c'est la société de ménage avec qui je travaille qui va tout simplement gérer ça. Donc comme ça, moi, j'ai pas du tout besoin de me casser la tête. Autre possibilité sinon, c'est de passer tout simplement par un auto-entrepreneur qui a un profil un petit peu bricoleur parce que c'est jamais des gros travaux. Quand ça sera vraiment des gros travaux à faire dans ton logement, là, tu pourras passer par une société dans le bâtiment. Mais pour toutes ces petites tâches-là, on va dire de bricolage, passer par un entrepreneur qui habite à proximité de ton logement, ça pourra très bien faire l'affaire. Voilà, c'est pour moi les points qui sont essentiels si tu veux avoir un projet qui fonctionne et qui cartonne sur Airbnb. Maintenant, répondant à une autre question qu'on me pose également très souvent, c'est comment je peux enchaîner les biens rapidement. Premièrement, et ça c'est l'avantage de notre mode d'exploitation, on est sur un mode d'exploitation qui va te générer beaucoup de cash flow. Donc une fois que tu as lancé l'activité sur ton premier logement, si tu as bien fait les choses et que tu es formé, normalement tu vas dû mettre en place un différé. Disons pour l'exemple un différé de 24 mois. Tu as effectué on va dire 4 mois de travaux dans ton logement. L'idée c'est que tant que tu bénéficies de cette période de différé là, tu puisses accumuler tout le cash flow que tu vas générer les premiers mois, justement pour te permettre de te constituer un apport qui te permettra de recommencer dans une nouvelle opération. Donc contrairement à la location longue durée ou même la location courte durée classique, l'avantage chez ça c'est que nous on génère beaucoup de cash flow, donc pour se constituer un nouvel apport, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide. Maintenant en termes de ton présentation de dossier à la banque, alors là il n'y a pas vraiment de règle fixe, mais ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des banques vont considérer l'activité d'Airbnb comme une activité commerciale. Qui dit activité commerciale dit très souvent 3 bilans à présenter pour pouvoir justifier de ces revenus-là. Alors moi ce que je peux te garantir c'est que tu n'auras pas du tout besoin d'attendre d'avoir 3 bilans pour pouvoir réemprunter sur un second logement, mais là il n'y a pas vraiment de règle fixe. Il y a des banques qui vont te financer au bout d'1 an de bilan et là encore une fois tout dépendra de tes résultats, tu vois, parce que si tu génères 5 000 € de cash flow après avoir payé tes charges, tes femmes de ménage, etc. et qu'en plus de ça tu arrives à mettre je sais pas 3 500 € de côté, bien évidemment dans ce cas de figure là tu trouveras plein de banques qui seront susceptibles de te financer au bout d'1 an d'activité. Ce que tu vas pouvoir faire également, même si tu as des revenus qui sont conséquents, et c'est ce que je t'encourage à faire, il va falloir que tu fasses des avis de valeur locative. Alors là tu t'arrangeras pour avoir des avis de valeur locative qui soient le plus gonflés possible, en expliquant que toi ton bien est premium, donc tu vas te passer sur des locataires qui sont assez encore une fois premium, et l'idée c'est de montrer à la banque par A plus B que déjà en location courte durée tu arrives à générer des rendements qui sont énormes, mais qu'également en location courte durée dite standard, tu arrives soit à générer du cash flow, soit à autofinancer ton opération. Si tu respectes ces critères-là et qu'en plus de ça, tu as pu te constituer un apport grâce à tout le cash flow généré que tu as pu mettre de côté, bien évidemment là faut pas partir aux Bahamas et faire la fête, et bien là tu vas pouvoir recommencer et réinvestir dans une nouvelle opération assez rapidement. Après c'est sûr, et c'est toujours le nerf de la guerre, c'est qu'en France, et dans n'importe quel pays, l'argent on va dire appelle l'argent, et plus tu auras de l'historique sur ton activité, et plus tu seras à même d'être financé. Le plus important pour moi, et s'il y a bien vraiment une chose que tu dois retenir, c'est que ta situation déjà elle est unique, et donc le plus important c'est que tu aies un plan d'action précis. Un plan d'action qui respecte déjà ta situation et aussi et surtout tes objectifs. Parce que si tu veux par exemple dans 3 ans avoir acquéri je sais pas 3 biens, donc c'est-à-dire faire une opération par an, c'est pas la même chose qu'une personne qui veut faire une seule opération et qui veut pouvoir vivre de ses
ces revenus le plus rapidement possible de cette unique opération. Et pour ça, il va vraiment falloir que tu t'entoures. Tu vois, moi, je conseille très souvent au moment où tu vas signer ton compromis. Alors, si tu n'es pas encore investisseur, au moment où tu vas signer ton compromis, ça va être très intéressant de prendre rendez-vous à ce moment-là avec un expert comptable pour voir justement quel montage juridique tu vas pouvoir mettre en place. Et pareil, au niveau du financement, en fonction du montage juridique que tu as choisi, les règles ne seront pas les mêmes parce que les financements en société ne sont pas les mêmes que les financements en nom propre. Donc, tu vois, il y a une multitude de critères à prendre en compte. Le plus important, c'est que tu aies un plan d'action qui soit adapté à toi. Bon, bien évidemment, il y a encore plein de points qui sont importants à aborder dans cette seconde partie où on a abordé les règles à respecter si tu veux vraiment cartonner sur Airbnb. On aurait pu parler du shooting photo, on aurait pu parler de l'importance du choix des plateformes, on aurait pu parler du marketing, etc. Effectivement, il y a plein d'autres sujets, mais je t'ai condensé en tout cas dans cette vidéo les informations qui sont pour moi essentielles. Et vraiment, le nerf de la guerre, c'est comme je t'ai dit juste avant, que tu aies un plan d'action qui soit adapté à ta situation. Et si tu veux rentrer beaucoup plus dans les détails, comme je t'ai dit, tu trouveras justement le plan d'action complet qui t'attend si tu veux générer de gros revenus grâce à l'immobilier 2.0. Encore une fois, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Maintenant que tout ça est dit, passons maintenant à la partie 3 de cette vidéo. Donc comme je t'ai dit, l'idée de cette partie 3, c'est vraiment qu'on voit ensemble ces deux types de projets qui pour moi ont de très très forts potentiels, qui cartonnent d'ailleurs sur Airbnb à l'international, mais qui sont encore très peu répandus en France. Premièrement, le premier type de projet, ça va être les maisons de ville. Concrètement, c'est un type de projet à l'heure actuelle qui est ultra rentable. Je vais t'afficher à l'écran les photos d'un client qu'on a accompagné. Donc là, tu vois, on est vraiment sur ce type de projet-là, une maison de ville assez standard, je crois de mémoire qui faisait 52 ou 53 mètres carrés. Ça, tu vois, c'est un type de projet. Alors, en voyant les photos, on peut se dire que c'est un projet à 300 000, 400 000, 500 000 euros. Pas du tout. Au final, tu vois, on est sur un projet à 230 000 euros qui lui a demandé environ 14 000 euros d'apport. Mais pourquoi c'est un type de projet qui est super intéressant et surtout qui est très rentable? C'est que déjà, la valeur perçue pour les clients, elle est énorme. Comme je te disais tout à l'heure, là, au lieu de louer un simple appartement, tu vas louer une villa. Alors, si tu as la possibilité, en plus de ça, d'avoir une sorte d'espace extérieur, comme c'est mon cas, et d'y intégrer un petit bassin, alors là, la valeur perçue est encore plus grande. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir louer non pas un simple logement, mais vraiment une villa privée avec une piscine privée. Et là, tu vas pouvoir aller sur des prix à la nuit à 300, 400, 500 euros la nuit. Et donc, tu vois, si je mets ça en comparaison avec un appartement, moi, comme je t'ai dit, sur mon premier projet, je suis à 250 000 euros en coût global. J'aurais très bien pu faire un appartement, surtout en Ile-de-France, on connaît les prix au mètre carré, à 250 000, donc ça aurait été un appartement de standing, mais j'aurais jamais pu louer à des prix aussi élevés à la nuit, 300, 400 euros. J'aurais pu louer à 150, 200, peut-être 250 euros la nuit, comme j'arrive à le faire dans mon appartement qui est situé proche Disney, mais j'aurais pas pu arriver sur des prix à la nuit aussi élevés. Et donc, d'un côté, on a un prix à la nuit qu'on arrive à louer beaucoup plus cher quand on loue en maison, mais par contre, en termes de coût de projet, au final, on n'est pas vraiment si loin que ça d'un projet, d'un appartement de standing. L'autre avantage de ce type de projet-là, ça va être de pouvoir accueillir un type d'avatar client qui va être beaucoup plus large. Effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure quand on parlait des love rooms, tu vas pouvoir accueillir des couples, tu vas pouvoir accueillir des groupes d'amis, tu vas pouvoir accueillir des familles, tu vas pouvoir accueillir aussi tout ce qui va être professionnel, donc des entreprises, shooting photo, etc. L'avantage également d'avoir toutes ces possibilités de clients, ça va être que tu vas pouvoir développer un autre axe. Là, on n'en a pas parlé dans la vidéo. Tout ce qui va être location à l'heure, tout ce qui va être location à la demi-journée. Et ça, encore une fois, si tu te places sur des projets en appartement, ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant, passons sur le deuxième type de projet ultra rentable si tu souhaites démarrer sur Airbnb. Ça va être les maisons pour accueillir des groupes. Alors là, le constat, il est simple, c'est qu'il y a énormément de demandes pour ce type de réservation-là, notamment pour des anniversaires, des événements, etc. Mais par contre, il n'y a aucune offre sur le marché. Tu peux t'amuser d'ailleurs à regarder dans ton secteur. Tu vas sur Airbnb, tu tapes 16 voyageurs, parce que c'est le maximum qu'on peut mettre sur Airbnb, et tu verras que tu trouveras pas grand-chose. Les seuls lieux que tu vas trouver, c'est des lieux qui sont, allez, je vais pas dire miteux pour pas être méchant, mais c'est des lieux qui sont clairement pas optimisés pour l'activité. Il y a vraiment pas d'identité, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas d'expérience pour les clients. Ce qui va être très intéressant avec ces typologies de clients, déjà, on est sur un marché, si je prends juste les exemples des anniversaires, les anniversaires, tu sais qu'il y en aura toujours, et donc il y aura une demande qui sera constante au fur et à mesure des années. En plus de ça, tu vas être sur des paniers moyens qui sont hauts. Si je te reprends l'exemple des anniversaires, là, on est dans de l'émotionnel. Donc, si tu te places sur un bien, encore une fois, je vais pas te redonner les mêmes conseils, mais toujours premium, tu vas pouvoir pratiquer des prix à la nuit qui sont énormes. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ces projets-là, tu peux très bien soit démarrer en achetant, mais c'est vrai que ça va nécessiter des fonds. Après, en fonction d'où tu te trouves, de ton secteur, nous, c'est vrai qu'en région parisienne, c'est des types de biens qui vont demander potentiellement d'être assez isolés, avec pas de voisinage trop proche, aussi et surtout des possibilités de stationnement pour pouvoir accueillir tous ces clients-là. Donc forcément, c'est des projets qui ont un coût. Donc tu peux démarrer soit en achetant, mais tu peux très bien aussi démarrer en sous-louant. Pourquoi pas en faisant un bail commercial avec option d'achat plus tard. Ça pourra te permettre de démarrer cette activité-là avec un petit capital de départ et sans forcément avoir besoin de financement. Voilà, mon but à travers cette vidéo, c'était de te permettre d'y voir plus clair si toi aussi tu souhaites démarrer dans la location courte durée et surtout te faire prendre conscience que si tu fais bien les choses, déjà tu pourras bénéficier de tous les avantages de l'immobilier, notamment l'effet de levier, mais aussi et surtout pouvoir générer des revenus locatifs qui sont énormes et pouvoir vivre de ton activité dès ton premier logement. Si cette vidéo t'a plu et pour me donner un peu de force, n'hésite pas à liker, à commenter. Quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Camille, ciao ciao.